évidemment, il y a des tas de dialogues qui sont tout à fait standards. Hein. Les questions, c'est toujours les mêmes. Voulez-vous sauver? Oui, non, annulé. La compilation est terminée. OK. En fait, en Java, on va vous fournir des tas de factories. Enfin, en tout cas, on vous fournit des factories pour tous les dialogues standards. Hein. Donc, bien sûr, vous pouvez les recréer avec JDialog, mais en fait, ils sont déjà créés une bonne fois pour toutes pour vous, et tous les dialogues standards, vous allez les retrouver. Donc, vous allez retrouver... Alors, la classe qui encapsule ça, c'est la classe JOptionPane. Hein. Eh bien, vous allez pouvoir créer des dialogues tout à fait standardisés pour les messages informatifs, les petites confirmations élémentaires, oui, non, cancel, comme j'ai dit, ou annulé. Les quelques options, hein, vous devez faire une sélection entre quelques options possibles. Et puis même éventuellement une sélection en mode texte. Je sais pas quoi, il vous manque une information qui doit être rentrée, donc une information qui doit être entrée par l'utilisateur et qui est libre. Eh bien, vous avez un mode entrée pour faire ça. Alors, pour les messages informatifs, hein, vous avez simplement la classe, la méthode showMessageDialog qui permet de faire ça. Donc en gros, vous avez un titre qui sera utilisé pour le titre de votre, comme titre de votre fenêtre dialogue, d'accord? En gros, une phrase. La longueur n'est pas spécifiée, mais d'un point de vue ergonomique, limitez-vous quand même à une phrase pas trop longue. Hein, ne mettez pas un paragraphe pénible à lire. Donc soyez concis. Et puis vous aurez automatiquement un bouton OK qui permet de libérer la fenêtre. C'est tout simple. Hein, donc ça ne demande pas une information. Hein, vous ne répondez pas positivement à quoi que ce soit ici. Ça ne fait que libérer la fenêtre. Mais par contre, vous avez un type de message. Vous avez des types prédéfinis. Parce que ce que vous avez aussi, c'est des icônes prédéfinies de Java. Pour dire quel est le degré de gravité du message, en fait. Hein. Donc vous avez des messages de type erreur, des questions, informations, warning, plain. Donc là, c'est probablement un warning, je ne sais pas, on va essayer. On va voir à quoi ça correspond. Donc il y a un message dialogue exemple. Et bien, prenons-le. Donc toujours pareil, j'ai ma superbe application vachement compliquée. Voilà. J'ai ce message informatif. Quelle est la modalité? Comme vous le voyez, c'est une modalité bloquante, c'est tout. Bon, pourquoi pas. Et puis ça libère, tout bêtement. Donc le code, hein, il ne va pas être bien compliqué. Je vais simplement... il est encore plus simple que tout à l'heure, puisque pour le reste du code, c'est toujours pareil. Hein, j'ai mon label, mon bouton, enfin tout le layout qui va bien pour créer la fenêtre principale de mon application. Là. Et puis simplement, l'auditeur, vous voyez qu'il ne fait pas grand-chose. Hein. Il s'est simplement contenté, quand on clique sur le bouton, eh bien, d'associer le message dialogue à la fenêtre. Si j'avais mis nul, j'aurais eu quelque chose de modeless en fait. C'est ça la sémantique de showMessageDialog. Et puis vous avez le texte, le titre, et puis le type du dialogue. Donc si je prends error par exemple, vous allez avoir une icône prédéfinie pour représenter ça. Donc ce sera probablement un truc rouge. Voilà. D'accord? Je vous laisse expérimenter les autres. Si je mets plain text, il n'y aura pas d'icône en fait. Hein, si vraiment vous voulez quelque chose sans icône, c'est simplement plain text. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre type de dialogue? Bon, alors là, c'est la question déjà plus... Ah, oui, il n'y a rien. C'est déjà la question... C'est un peu plus riche comme interaction, puisque cette fois, non seulement on va afficher quelque chose, mais il y a une décision à prendre. Là, on demande à l'utilisateur de faire un choix plutôt binaire,
Alors ici, je l'ai mis simplement binaire avec oui et non, hein, mais on pourrait demander à avoir le cancel ou pas. Donc, pareil, hein, on va avoir un type. Donc ce sera une question simple, une question liée à une erreur, une simple question d'information. Enfin bref, vous avez toujours les mêmes types. Certains ne sont pas forcément très adéquats ici. Mais peu importe. Et puis vous avez un titre, plutôt une question. D'accord? Donc ça doit être formé, ça doit vraiment être sous la forme interrogative. Et puis éventuellement oui, non, annulé ou les versions que vous voulez. Hein. Et donc à chaque fois que vous allez fermer cette fenêtre va être fermée. Donc plutôt que le show confirme dialogue va se terminer. Hein, donc là on va être synchrone du point de vue de l'application quand on fait ça. Eh bien le show confirme dialogue, il va vous renvoyer une valeur pour dire si vous avez cliqué sur oui, sur non. OK, c'est la même chose que oui. Cancel. Et puis savoir si vous avez fermé avec close ou pas. Mais ça doit être la même chose que non, a priori. Je sais plus. Peut-être j'ai dit une bêtise. Alors, regardons comment ça fonctionne. Hein, c'est pareil, il n'y a rien de bien mystérieux. C'est quoi celui-là? Je l'appelle confirme dialogue, non? Ouais. Bon, il doit y avoir de l'UTF-8 là-dedans, donc... Bon, toujours la même fenêtre. Rien d'intéressant. Et par contre, ici, hein, j'ai bien une question. Et puis, je réponds oui ou non. Voilà. J'ai répondu oui. Et donc, vous voyez qu'ici, hein, voilà, on m'a fait cette réponse-là. Si j'avais cliqué non, on en aurait fait une autre. Donc, on m'a fait aucune réponse. Bon, peu importe, mais ça veut dire que j'ai filtré le résultat pour savoir si l'utilisateur avait cliqué oui ou non. On a posé une question, il faut bien que l'application distingue les choses. Donc j'ai simplement affiché un message dans le cas où l'utilisateur choisit oui. Donc le code n'est pas beaucoup plus compliqué que le précédent. Cette fois, c'est un show confirme dialogue qui a été fait. Donc vous voyez, j'ai fait un message dans lequel j'ai utilisé un retour chariot pour passer à 1, etc. Là, j'ai demandé la variante plain message et comme vous l'avez vu, il n'y a pas d'icône. Hein, j'aurais pu mettre un warning comme tout à l'heure, mais voilà, une façon d'illustrer le plain message. Et puis j'ai simplement demandé la variante où je veux juste yes no. Hein, vous avez vu que dans cette interface, il n'y avait pas l'option cancel. Donc il faut regarder la documentation de JOptionPaint pour savoir quelle est quelles sont les valeurs possibles. Donc on va jeter un œil. Java X-Wing. JOptionPaint. JOptionPaint. Et on devrait retrouver la constante qui va bien. Alors, on va la retrouver, c'est dans la documentation quelque part. Je ne sais plus où est la yes, no. Voilà. Hein, vous avez aussi le type yes, no, cancel option pour avoir le oui, non, cancel. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est pour confirme dialogue. Hein, la confirmation, êtes-vous sûr de vouloir quitter? Oui, non. Alors maintenant, on peut avoir des choses un peu plus riches. Hein. Là, il y a différentes possibilités offertes à l'utilisateur. Donc quelque chose qui n'est plus binaire, mais cette fois, et qui est une collection prédéfinie de choses.
Hein, voilà, vous avez envie de demander la couleur préférée à l'utilisateur et il doit choisir entre vert, rouge, bleu et blanc. Eh bien, c'est l'option dialogue. Donc toujours pareil, un titre, une question, être concis aussi si possible, une liste d'options et une option par défaut. Hein, vous avez remarqué aussi que dans le confirme dialogue, par défaut, c'était activé pour le OK. Donc, eh bien, là, c'est plus libre. Hein. Vous avez un nombre de possibilités qui peut être relativement grand. Alors, évitez quand même ce type d'interaction. Si vous avez un nombre de choix possible qui est 20 ou 40, c'est pas un option dialogue qu'il faut utiliser. Il faudra utiliser une autre interaction. C'est sûr que probablement vous placez très mal cette interaction-là dans votre application. Mais et puis, donc une option par défaut, on peut décider ici que par défaut, la couleur, ça doit être rouge. C'est juste pour l'exemple, bien sûr. Et puis, quand l'utilisateur sélectionne le choix qui lui va bien, eh bien, ce qu'on reçoit en retour du Show Option Dialog, qui est aussi un appel bloquant, eh bien, on va recevoir l'indice de l'option dans la collection des options. Hein. Donc 0, 1, 2 ou 3. Et puis, une option spéciale pour, si jamais l'utilisateur n'a pas répondu et a fermé le dialogue via le bouton de fermeture du dialogue. D'accord? Alors, comment est-ce que ça fonctionne? C'est pas non plus très compliqué. Cette fois, il y a une gestion des options. Exécutons-le. Un coding, TF8. Option dialogue, ça doit marcher ça. D'accord, donc là je réponds, si je réponds bleu, voilà, il a réussi à récupérer que c'était effectivement bleu que j'avais cliqué, et puis si je clique autre chose, il retrouvera que c'est le blanc. Et puis si je ferme là, je ne sais pas ce qu'il va me répondre, bah il répond rien parce que il a détecté c'était close, donc très bien. Donc regardons comment le code est construit. Donc ce qui est intéressant, bien sûr, c'est uniquement la partie action perform de mon action listener. Donc vous voyez que mes options, c'est simplement des strings. Et puis on l'a simplement transporté ici. Donc j'ai décidé que, enfin, j'ai choisi ici de mettre le tableau de string à à l'endroit adéquat. Et la spécification du choix, eh bien, c'est ici. Alors attention, comme vous pouvez le constater, en fait, les options sont présentées dans l'autre sens. Hein. Vous avez vu que c'était écrit de gauche à droite, vert, rouge, bleu, blanc. Et donc en fait, les options étaient présentées. Blanc c'était à droite, bleu immédiatement à sa gauche, rouge à gauche de bleu et vert à la gauche de rouge. C'est parce que les boutons sont calés vers la droite. Hein. Les options yes, no, cancel sont toujours calées vers la droite. Et donc on a le blanc à droite. Donc dans l'ordre on les insère tous sur la droite et puis voilà, on les cale vers la droite. Bon, c'est géré comme une pile. Donc en fait le rouge était d'indice 2. Et peu importe. Et donc simplement, hein, j'ai capturé le fait que si le nombre renvoyé par l'option dialogue était un nombre positif ou nul, eh bien sûr il représentait l'objet correspondant dans le tableau d'options. Alors il y a un paramètre qui est nul ici, je ne me souviens plus à quoi il sert, on peut regarder vaguement dans la doc ce que fait le show option dialogue. Le show option dialogue. Oui, bah c'est parce que j'ai rien mis, parce qu'en fait on peut spécifier l'icône qui sera utilisée. Voilà. Donc le paramètre que vous avez vu nul dans mon appel à show option dialog, en fait correspond au fait qu'ici j'ai pas spécifié d'icône. Voilà. Alors qu'est-ce qui nous reste comme autre dialogue? Eh bien, on a l'input dialogue. Alors là, la présentation va être différente. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que justement, quand on a un nombre un peu plus grand que ce que j'ai présenté ici, c'est-à-dire les 4 choix, là, bleu, blanc, rouge, vert,
eh bien on va l'organiser autrement, et en tout cas on peut le faire de cette manière-là. Donc on peut avoir une espèce de pop-up qui nous permet de... ou une combo box, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, et qui va représenter l'ensemble des options. Donc on va pouvoir la sélectionner, revenir sur notre avis, et une fois qu'on a choisi, qu'on a fait notre choix, on peut faire OK ou annuler. Donc ça c'est simplement l'input dialogue, mais vous allez voir que du point de vue code, hein, il fonctionne quasiment comme l'autre. Input dialogue. Donc cette fois, hein, j'ai présenté exactement les mêmes choses que tout à l'heure. Simplement, vous voyez, je peux ici revenir sur mon avis, sélectionner un peu. C'est plus pratique si on a un nombre d'options plus grande que ce qu'on avait tout à l'heure, plus grande que 4. Et une fois que j'ai choisi, je valide mon choix avec OK. Voilà, le code, hein, c'est toujours pareil, rien de bien compliqué. Il fonctionne exactement de la même manière que l'autre. Des options présentées de la même manière. Vous voyez, j'ai rien changé, à part ici le fait que j'ai utilisé le input dialogue à la place d'un option dialogue. D'accord? Alors, il y a d'autres dialogues plus spéciaux, hein. Ceux-là, c'est utile quand même, mais il y en a d'autres qui sont plus spécifiques. Bien sûr, vous savez qu'il y a des dialogues qui sont dédiés à, justement, ouvrir ou fermer des fichiers. Alors, bien sûr, vous pouvez le reconstruire par vous-même, hein. Vous avez tous les éléments pour le faire, mais c'est tout de suite très désagréable, parce que pour ouvrir ou fermer un fichier, bien, il faut inspecter le système de fichiers, permettre à l'utilisateur de naviguer là-dedans. Donc c'est un poil désagréable à faire. Si vous pouvez le reconstruire, mais hein, c'est d'ailleurs un exercice, même quelque chose d'un peu primitif. Ça vous fera expérimenter des objets graphiques qui sont plus ou moins complexes. Mais vous avez bien sûr, hein, comme c'est une opération extrêmement standard, de vouloir, dans une interface graphique, pouvoir sauver ou écrire dans un fichier, donc sélectionner un fichier en tout cas, en vue d'y lire ou d'y écrire, bien évidemment, vous avez un objet prédéfini pour faire ça, qui s'appelle le file chooser, le gfile chooser. Et puis, vous avez en fait ces deux variantes. Donc avec la classe gfile chooser, eh bien vous avez simplement la possibilité de faire un show open dialog ou un show save dialog. Et là, vous comprenez bien que la seule différence, c'est que ça permettra exactement la même chose, sélectionner des fichiers, machin, enfin un ou plusieurs fichiers ou des répertoires ou je ne sais pas quoi, en tout cas sélectionner quelque chose du système de fichiers et puis valider ce choix ou l'annuler. Simplement, ce qui change entre un open et un save, c'est qu'en général le titre de la fenêtre, il est différent, hein, ouvrir ou fermer. Et donc ça c'est prédéfini aussi, c'est-à-dire que si vous créez un show open dialog, eh ben, il portera un nom canonique, ouvrir ou faire ouvrir, et puis pour l'autre c'est sauver ou save si vous avez un open dialog anglais ou français. Les constructeurs, vous en avez simplement 3. Hein. Soit vous prenez un file chooser sans paramètres, auquel cas vous êtes directement dans votre répertoire par défaut. Soit vous spécifiez un fichier dans lequel le dialogue sera ouvert et commencera l'inspection. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes limité qu'à ce répertoire-là. Et vous le spécifiez simplement soit via directement un objet file, soit directement via une référence que vous connaissez et qui sera sous la forme de string. Et ce que vous obtenez, alors ça va être variable. Ça dépendra du système hôte. Hein, le dialogue pour ouvrir les fichiers, bien sûr, hein, rappelez-vous, je dis que un des buts des interfaces graphiques, c'est aussi d'uniformiser les choses. Donc se déplacer dans le système de fichiers, il vaut mieux que ce soit aussi uniforme. Donc si vous êtes sous Windows et que vous exécutez une application Java, et que cette application Java doit vous permettre de sélectionner un fichier, eh bien autant que ça ressemble à un sélectionneur de fichiers habituel de Windows.
Donc, ça pourra prendre des formes différentes. Si vous expérimentez sur différentes plateformes, pourquoi pas, hein. Vous pourrez tenter l'expérience. J'ai pas le temps ici, mais on pourrait le faire via des machines virtuelles, par exemple. Donc le file chooser, hein, c'est très simple, hein. Je sais pas comment il s'appelle. File chooser exemple. Alors cette fois, évidemment, j'ai fait une application, une fausse application un petit peu plus riche, puisque cette fois, j'y accède via un menu. Donc j'ai créé un menu fichier que je peux déclencher, et puis j'ai ouvrir et sauver sous. Au passage, il y a une petite remarque, pareil, de convention ergonomique sur les textes. Mais j'ai fait suivre ouvrir de 3 petits points et sauver sous de 3 petits points. Ça signifie quoi? Ben, ça signifie, c'est censé expliquer à l'utilisateur que ce qui va se passer, c'est qu'une fenêtre annexe va être ouverte quand vous déclenchez une telle action. Hein, c'est pas quelque chose qui va se déclencher directement. Hein, c'est pas une action qui n'aura rien comme effet. Mais ça, avant de réaliser l'action d'ouvrir, effectivement, on va vous demander une sélection et c'est normal. Voilà. Donc, la convention pour dire ça, c'est les 3 petits points. Donc si je fais ouvrir, hop, vous voyez, comme attendu, quelque chose apparaît à l'écran. Comme j'ai choisi ouvrir, j'ai une fenêtre de type open. Ça, c'est ce que m'a fourni par défaut mon environnement Java. C'est comme ça. Et puis, il me permet maintenant d'aller sélectionner mes fichiers, de me balader. Alors, vous voyez qu'il y a quelque chose de particulier. Alors, si je vais, je sais pas trop, il faudrait que j'aille dans... Alors, attendez, ce que je vais faire... Ah oui, alors, ouais, alors c'est pas forcément visible ici, mais il faudrait que je fasse... Attendez. Je vais compléter mon exemple. Donc là, il m'a ouvert chez moi. On va faire... Donc, qu'est-ce que j'ai chez moi? Je viens de me créer en fait un répertoire qui s'appelle ZZZZ, rien de mystérieux, et puis à l'intérieur, j'ai mis 3 fichiers ABC, hein, des fichiers ordinaires. D'accord? Alors, je vais utiliser mon navigateur. Alors, pourquoi est-ce que je ne le vois pas? On va le relancer, on va bien voir ce qu'il fait. Voilà. Je vais utiliser mon navigateur pour ouvrir les fichiers, pour aller dans le répertoire ZZZZ, très bien. Et ce qu'il faut observer, c'est que vous voyez que j'avais une option aussi dans mon file chooser, me permettant de sélectionner quels sont les fichiers dont je souhaite que l'utilisateur puisse sélectionner. Bon, ça c'est un grand classique, hein. Vous avez une application qui est censée lire des images, ou éditer des images, je ne sais pas quoi, bah, quand vous allez faire open ou ouvrir, vous n'allez pas permettre à l'utilisateur de sélectionner n'importe quoi, donc vous allez ignorer les fichiers PDF qui ne sont pas des images, vous allez ignorer, je sais pas quoi, les vidéos qui ne sont pas des images, vous allez ignorer les fichiers texte, et vous voulez que l'utilisateur ne puisse sélectionner facilement, en tout cas sans se tromper, que les fichiers GIF, JPEG, PNG, je sais pas quoi, et autres choses de cet ordre-là. Bon là c'est exactement ce que j'ai fait, simplement j'ai utilisé un autre filtre, donc il y a toujours un moyen de filtrer les choses qui sont sélectionnables via Open ou Save. Donc là, en l'occurrence, pour Open, ce que j'ai sélectionné, vous voyez, je me suis fabriqué un truc à moi, un petit filtre, on va voir comment il fonctionne, c'est pas très compliqué, qui me permet de sélectionner que les fichiers dont le nom commence par A minuscule ou A majuscule. Donc j'ai pris l'expression rationnelle petit a, grand A, et puis étoile. Et donc évidemment, vous voyez ce que ça donne, c'est que quand je suis rentré dans le répertoire ZZZ dans lequel il y avait un fichier A, un fichier B, un fichier C, n'est sélectionnable que le fichier A, pas B ni C. Ils sont visibles, mais pas sélectionnables. Si je veux les sélectionner, bah en fait, je vais changer le filtre. En général, il faut toujours laisser à l'utilisateur la possibilité de revenir à un mode dans lequel il peut sélectionner quand même un fichier qui n'était pas prévu au départ. Bah oui, le problème c'est que peut-être que vous avez une image JPEG et qu'elle n'est pas dans un fichier dont l'extension c'est JPEG. Bon bah si c'est le cas, il faut pouvoir refaire ça. Donc si je fais ça, vous voyez, je repasse dans le mode All Files.
ben, je vais pouvoir tenter de sélectionner B ou C, même si a priori, ce n'était pas censé, par défaut, être un fichier sélectionnable. Donc, normalement, quand je sélectionne un fichier, je vais pouvoir faire Open. Alors, je ne sais pas trop ce que ça donne, je ne sais pas ce que j'ai fait. Il me dit rien Open, mais bon, je récupérerai... si, hein, il m'a récupéré le fichier que j'avais sélectionné. Hein, sur la console, j'ai affiché la référence du fichier qui était sélectionné. Donc regardons ce code. Bien sûr, si je fais save, hein, je vais avoir un autre... On peut essayer ce que fait save ici, mais du coup, là, je vais avoir... pareil, hein, je vais avoir la même fenêtre. Je vais avoir la même fenêtre. Bon, ok. Grève. La même fenêtre, simplement, elle s'appelle save maintenant. Donc c'est exactement à peu près le même code. Hein. Simplement, c'est le code d'appel qui sélectionne si je fais un show open ou un show save. Alors regardons le code. C'est file chooser exemple. Voilà. Alors, ce qui est important, donc là, peu importe, hein, j'ai mon menu. À l'option open ou à l'option save, j'ai attaché l'action. Est-ce qu'elle est? Je vais y arriver. J'ai attaché l'action auditeur là. Hein, donc ça fait quoi? Bah, rappelez-vous les action commands. Hein, ça veut dire qu'en fait j'ai qu'un seul auditeur, mais que quand je clique sur open, l'action command qui est associée à cet événement, ce sera open. Et puis quand je clique sur le bouton msave, enfin disons quand je sélectionne l'option de menu msave, l'action command qui est associée, c'est l'action command qui est le texte save. Mais c'est le même auditeur, donc l'auditeur il va faire le filtre en fait, parce qu'il fait la même chose. Ça c'est l'exemple typique où vous avez un seul listener pour plusieurs objets. Simplement il y a une petite variante, il y en a un il va faire open, l'autre save, mais en gros vous sélectionnez un fichier. Donc que fait l'auditeur? Et ben voilà, il va filtrer. Hein. Donc l'action perform de l'auditeur, c'est simplement de spécifier quel est le file chooser qu'on souhaite. Donc là j'ai pris le file chooser qui sera dans le répertoire par défaut. Donc normalement c'est le répertoire privé. Et puis j'ai sélectionné différentes, j'ai positionné différentes propriétés de ce file chooser. Est-ce que vous autorisez par exemple la sélection multiple? Ou pas? Hein? Donc là j'ai dit non, je ne peux pas de sélection multiple, je ne pourrais sélectionner qu'un seul fichier. Mais bien sûr, dans les file choosers, il est possible, notamment d'en ouvrir, vous voulez pouvoir ouvrir 3 documents en même temps. Donc vous avez un seul file chooser, vous sélectionnez 3 fichiers, et puis quand vous faites ouvrir, ça ouvre les 3. Bon, ok. Là aussi, dans le mode de sélection, qu'est-ce que je veux pouvoir sélectionner? Je pourrais très bien, là je ne veux que des fichiers. Donc j'interdis à l'utilisateur de sélectionner des répertoires. Mais je peux autoriser les répertoires, les fichiers, les répertoires et les fichiers. Hein, j'ai tous les modes, tous les mix possibles. Et surtout ce que j'ai rajouté, c'est là qu'apparaît la magie de mon petit filtre, ben, j'ai en plus rajouté un filtre sur les fichiers. Donc ça fera en sorte que quand le file chooser va afficher les fichiers, hein, et vous êtes déplacé dans un répertoire, il trouve l'ensemble des objets qui sont dans ce répertoire-là, et ben il va appliquer le filtre pour savoir si il faut le mettre en grisé ou pas, c'est tout. Et donc cet objet-là, il aura une méthode qui me dira si on doit griser, enfin qui répondra à oui ou non, s'il faut filtrer ou non l'objet. Et puis vous voyez, hein, la seule chose que j'ai faite ici, c'est que action perform, il récupère la commande. Donc si la commande c'était open, je fais un show open dialog. Sinon c'est un show save dialog. Et puis dans tous les cas, dès que j'ai fait approve, en fait il affiche simplement. Donc je récupère du file chooser, je récupère le fichier qui a été sélectionné. Donc si jamais j'avais une sélection multiple, j'ai une méthode pour récupérer l'ensemble des fichiers sélectionnés. Donc c'est un get selected files et pas file. Bon bref, il faut se débrouiller pour récupérer ça. Et ce que vous récupérez, c'est un objet file. Donc là je l'ai affiché, mais vous en faites ce que vous voulez. Après c'est un objet file. Si vous voulez lire dedans, eh bien vous construisez un file input stream ou un file reader avec. Donc ce qui me reste, c'est le filtre.
Comment fonctionne le filtre? Bah, pas bien compliqué, hein. Le filtre, en fait, vous voyez, c'est un objet qui étend la classe FileFilter. D'accord? Et il y a deux méthodes à faire. Deux méthodes à mettre. La première, c'est getDescription, c'est le texte qui sera affiché pour le filtre. Donc, à chaque fois que vous pouvez mettre plusieurs filtres, hein, bien sûr, dans le file chooser. Je vais en mettre un 2, filtre 2. Et puis ici, je vais mettre simplement, je vais sélectionner des B ou des B comme ça. Voilà. Donc vous pouvez mettre un ensemble de filtres. Donc si je fais open, cette fois, vous voyez que les filtres, hein, j'en ai 3. J'ai les fichiers qui commencent par A ou les fichiers qui commencent par B. Et puis ça devrait fonctionner correctement. C'est-à-dire si je vais dans ZZZ, là je suis dans le filtre B, et là je suis dans le filtre A, là je suis dans tous les fichiers. Voilà. Donc, ce filtre, hein, c'est d'abord la description, donc c'est le texte qui devra, tel qu'il apparaîtra pour l'utilisateur dans le menu de choix du filtre à appliquer. Et puis l'autre, c'est simplement une méthode accept, vous voyez, qui renvoie un booléen et qui reçoit en paramètre justement les fichiers. Donc quand le file chooser il parcourt un répertoire, et ben pour chaque objet du répertoire, et ben il vous envoie un objet file correspondant à cet objet-là, et puis vous en faites ce que vous voulez. Donc votre filtre, hein, il peut faire toutes les opérations que vous voulez sur l'objet file, sur le nom, mais il pourrait aussi s'amuser à regarder le contenu et je sais pas quoi, hein, peu importe. Donc vous voyez que moi, j'accepte si soit l'objet est un répertoire, soit c'est un B ou majuscule ou minuscule pour le filtre B, et puis etc. pour les autres filtres. Libre à vous de faire ce que vous voulez. La seule chose que vous donne le file chooser pour opérer, c'est l'objet file. Maintenant, vous le manipulez comme vous voulez pour décider si celui-ci doit être sélectionné ou pas. D'accord ? Bon, alors, ça je l'ai déjà dit au passage ici, évidemment, quand vous avez terminé de faire votre show open ou save dialogue, vous récupérez donc l'objet file chooser, il a l'ensemble des objets qui ont été sélectionnés, cet ensemble pouvant être réduit à 1, bien sûr, vous récupérez, par exemple, avec getSelectedFile, le fichier. Et puis il y a d'autres méthodes, vous parcourez pour savoir quelles sont les autres méthodes pour récupérer l'ensemble des fichiers ou je ne sais quoi. Bon, ça c'est aussi les options disponibles. J'ai indiqué ça aussi au passage. Je viens d'expliquer ça aussi, donc il n'y a pas de souci. Ah, pour les file filters, il est tellement fréquent. Donc là j'en ai implémenté un qui était de mon propre cru. Mais il est assez fréquent pour les file filters d'avoir un filtre qui opère sur les extensions. Donc vous avez une classe qui s'appelle FileNameExtensionFilter qui est déjà prédéfinie et qu'il suffit de paramétrer comme bon vous semble. Donc si je vais la retrouver, FileNameExtensionFilter, je ne sais même pas dans quoi elle est. FileNameExtensionFilter, bien sûr elle ne va pas être là, donc il faut que je prenne un JFileChooser, le filter, file... Si je prends le file filter, il doit y avoir une sous-classe qui est le FileNameExtensionFilter. Voilà. Et le FileNameExtensionFilter, vous voyez, c'est pas très difficile. Vous avez un constructeur dans lequel, en gros, vous dites quelles sont les extensions que vous voulez. Donc, en gros, pour construire le FileNameExtensionFilter, vous donnez une description, qui sera le nom du filtre, et puis vous donnez la liste des extensions qui vont être recherchées. Et donc ça c'est la syntaxe Java pour dire que c'est un constructeur à nombre variable d'arguments, c'est les varargs Java. Donc là vous mettez autant d'extensions que vous voulez, donc vous mettez la chaîne JPEG, puis la chaîne GIF, puis la chaîne PNG, puis la chaîne trucmuche, bidule, etc. Et donc ça vous fabrique exactement le file filter qui filtrera les fichiers
via leur extension. Si vous voulez le faire à la main, c'est toujours possible, mais c'est juste un peu désagréable parce que rechercher l'extension dans un nom de fichier, c'est faut chercher le dernier point, extraire la chaîne qui est derrière le dernier point, blablabla. Donc voilà, pas besoin de... Même si la mécanique n'est pas très compliquée, c'est déjà fait. Un autre dialogue qui est utile aussi, et courant dans les interfaces graphiques, ben c'est par exemple la sélection des couleurs. Donc pour la sélection des couleurs, vous avez un objet pour faire ça qui est le JColorChooser. JFileChooser pour choisir un fichier, JColorChooser pour choisir une couleur. Pas trop compliqué à se souvenir. Alors ça, c'est encore plus délicat à construire que le FileChooser. Le FileChooser, c'est pas trop difficile. Il suffit de savoir parcourir un répertoire et vous avez gagné et ça va, quoi. Le JColorChooser, ça c'est tout de suite plus désagréable parce que la sélection d'une couleur, c'est une opération qui est très compliquée selon les utilisateurs. Il y a plein de modes possibles, hein, plein d'options possibles. Alors là, celui-ci est en général intéressant parce que justement, il vous donne, d'abord, vous pouvez sélectionner votre couleur en sélectionnant directement le RVB, ou alors le mode HSV si vous préférez, ou alors parmi des échantillons qui sont déjà prédéfinis. Vous pouvez même gérer la liste des échantillons récemment utilisés. Et puis, vous avez l'aperçu ici dans différents contextes de votre couleur. Donc là, je pense que la couleur qui est sélectionnée, c'est le... Enfin, c'est... je sais pas trop si c'est lequel est en avant-plan et en arrière-plan, mais je pense que ça, c'est l'avant-plan, ça, c'est l'arrière-plan. Voilà, et vous voyez votre couleur dans différents modes. Donc, simplement, quand on l'utilise pour remplir pour remplir des formes, ou alors dans le mode texte, où on voit bien qu'ici, c'est pas adéquat de choisir jaune sur blanc. Hein, on voit pas très bien. On voit mieux là d'ailleurs que sur mon écran. Donc ça c'est compliqué à faire. Hein. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont déjà prédéfinies dans JColorChooser. Donc autant utiliser le JColorChooser. Alors il y a plusieurs façons de l'utiliser. Hein, alors vous avez le mode modal. Vous avez absolument besoin d'une couleur pour continuer. Bon bah simplement vous avez un show dialogue qui va bien et qui vous renverra la couleur qui va avec. D'accord ? Ou alors, c'est via un listener. Et le listener, c'est en gros, à chaque fois que vous allez sélectionner une couleur, paf, le listener sera prévenu qu'une nouvelle couleur a été sélectionnée. D'accord ? On verra ça après. Regardons le ColorChooser. J'ai dû faire un exemple d'application. Alors, comment il s'appelle ? Est-ce que j'en ai eu besoin ici? Je sais plus. Oui, j'ai une application compliquée. Est-ce que je dois Je sais plus si pour l'exemple, je suis obligé de vous parler de ça ou pas. Visiblement oui, c'est ce que laisse suggérer le cours, mais on va voir. On va regarder le ColorChooser exemple. Et puis je dirai deux mots sur les slides, si c'est strictement nécessaire, pour expliquer ce code-là. Alors là, normalement, j'ai dû utiliser, probablement le mode listener. C'est-à-dire que j'ai toujours sous les yeux la sélection possible des couleurs. Donc vous voyez que la capture d'écran ici, ce que j'avais comme capture d'écran n'est pas tout à fait la même que ce que j'ai ici. Vous voyez que j'ai un mode plus riche maintenant. Bon, ça devait être une capture sur je ne sais pas quelle machine donc, et quelle version, donc peu importe. Mais donc c'est assez riche la sélection d'une couleur. Alors pour l'instant j'ai sélectionné que la couleur noire, donc très bien. Alors je ne sais pas ce que fait cette application, mais probablement je peux dessiner. D'accord, donc là je dessine un trait noir. Je vais dessiner d'un trait noir. Mais j'ai utilisé le mode listener parce que ce que je souhaite, c'est pouvoir sélectionner à tout moment une couleur pour le dessin. Je ne veux pas sélectionner une couleur, faire le dessin, puis refaire apparaître le machin. Je veux l'avoir tout le temps sous les yeux, quoi. C'est un choix que j'ai fait. Donc là, si je veux dessiner en rouge, je sélectionne rouge et je dessine en rouge. J'espère que c'est visible. Ouais. Voilà. Donc en fait, là, je suis dans le mode listener. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je sélectionne une couleur dans
dans le color chooser, eh bien, ça va positionner une propriété qui est la couleur courante du dessin dans la fenêtre de dessin. Donc c'est une application un peu complète, je ne sais pas si on peut faire d'autres choses que ça, si on peut imprimer aussi. Donc là, ça fait une impression couleur de PDF, j'imagine. Voilà. Voilà. Ah, évidemment, on ne voit plus rien, mais voilà. Bon, alors le print, on l'a déjà vu l'autre fois, hein, je vous ai expliqué, mais donc là, il n'y a rien de bien compliqué. Enfin, je ne reviendrai pas dessus en détail, en tout cas. Voilà l'application. Donc, c'est une application un peu primitive, mais qui fait déjà pas mal de choses. Alors, regardons comment est-ce qu'elle est architecturée. Alors, là, c'est mon interface principale. Je vais y arriver. Donc, ce qui est important, c'est surtout... Où est ma zone de dessin? Je vais la voir ici. J'ai un... Bon, ma JFrame, très bien. J'ai mon panneau spécial qu'en fait ma classe à moi qui représente en fait le composant dans lequel je peux dessiner avec une couleur sélectionnée. Donc j'imagine que ce composant, eh bien, il capture les événements de la souris. Donc quand je clique, donc par défaut, il doit probablement être mouse listener de lui-même. Et puis quand je clique sur un bouton de la souris, on passe en mode en plus mouse motion listener. Donc je vais détecter les mouvements. Et à chaque mouvement, je vais dessiner un bout de la courbe. Et puis je vais dessiner ce bout de courbe dans la couleur qui a été sélectionnée. Donc cet objet Special Panel, il gère la souris, mais aussi probablement c'est un listener qui va recevoir la couleur qui a été sélectionnée dans le Color Chooser. Donc j'ai ajouté tout ça. Bon, il y a le menu imprimer quitter, ça vous me faites grâce de ça, et puis il n'y a rien d'autre. Alors bien sûr, il y a le Color Chooser. Donc le Color Chooser, eh bien je l'ai rajouté où il fallait. Donc je l'ai rattaché. Je l'ai rattaché à comment? Alors, je l'ai créé avec le. Par défaut, il affichera la couleur de fond de mon panneau spécial. Et puis je l'ai rendu. Est-ce que je l'ai rendu visible? Oui, oui, je l'ai attaché tout de suite au Content Pane. Donc il est visible. Bon, bref, j'ai ce que vous avez sous les yeux quand on lance l'application. Mon panneau spécial, essentiellement. Et puis mon Color Chooser. Alors, il y a quelque chose de spécial, mais vous voyez que justement pour mon Color Chooser, donc j'ai dit que justement, je voulais utiliser le mode listener, color listener, c'est-à-dire que je souhaite qu'un composant reçoive tous les événements modifications de couleur qui ont été déclenchés dans le Color Chooser. Et donc j'ai effectivement une méthode add change listener. Hein. Pour le Color Chooser, je vais faire un add change listener sur, et je vais dire que le listener, celui qui va écouter cette modification, c'est mon panneau justement. Donc mon panneau, à chaque fois que je vais cliquer, il y a une méthode qui va être déclenchée, qui va récupérer la couleur du Color Chooser. Et voilà. Alors vous voyez que simplement je ne le fais pas directement. Ce qui est un peu étrange, c'est que je fais Color Chooser, Get Selection Model et Add Change Listener. Je ne fais pas directement un Color Chooser, Add Change Listener ou je sais pas quoi. Sur les boutons, c'est ce que je fais habituellement. Hein. Sur un bouton, je prends mon bouton, je fais Add Action Listener et puis je mets le listener. Là, je n'ai pas pris le Color Chooser directement pour faire le Add Change Listener. J'ai pris le Color Chooser, j'ai extrait ce qu'on appelle le Selection Model, et puis sur Selection Model, j'ai utilisé le Change Listener. Bon, d'abord, c'est pas un Color Listener, c'est un Change Listener. Bon, très bien. Ça veut dire qu'on modifie quelque chose, et donc c'est un objet, le Color Chooser, qui correspond à ce mode de fonctionnement. Le Color Chooser est un objet qui permet de modifier quelque chose, une propriété qui est la couleur courante. Donc c'est un change quelque chose, change listener.
Bon, je reviendrai tout à l'heure sur cette histoire de modèle, éventuellement, mais peu importe. Donc cette fois, j'ai bien fait l'association entre mon color chooser et puis mon special panel. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à regarder mon special panel, là. Donc évidemment, il est un poil compliqué parce qu'il est à la fois mouse listener, mouse motion listener. Bon, il est printable parce que j'ai en plus la possibilité de l'imprimer. Et puis, il est change listener. Alors pour le mouse listener, il n'y a pas grand-chose. Pour le mouse listener, j'ai simplement récupéré mouse pressed et mouse released. Puisque ce que je veux, c'est que quand j'appuie sur le bouton, on commence à dessiner. Donc on commence, en gros, ça signifie quand j'appuie sur le bouton, on commence à tracer les mouvements de la souris. Et quand je relâche, j'arrête d'écouter ou de recevoir les mouvements de la souris. Hein, ça, j'insiste là-dessus, je l'ai déjà présenté. Vous l'avez certainement déjà vu et manipulé, mais c'est extrêmement important. Ça évite de consommer trop de ressources et de recevoir des événements pour rien. Donc l'autre partie qui est intéressante, c'est le mouse motion, donc la partie réception des déplacements de la souris. Donc en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est les mouvements de la souris alors qu'un bouton est appuyé. Donc c'est nécessairement des mouse dragged. Bon, bah là, je me débrouille pour, vous voyez, simplement faire un dessin. Donc, je récupère les coordonnées de la souris, je modifie la couleur courante du graphique qui va me servir à dessiner avec la couleur de ce composant, sa couleur d'avant-plan. Et puis, je dessine un bout de ligne entre l'ancienne coordonnée de la souris et la nouvelle. Et puis, je dis que l'ancienne, ça devient la nouvelle. Donc, en fait, je me déplace. Hein. Simplement, j'utilise aussi une technique que j'ai déjà employée, que j'ai déjà illustrée, et que donc je repasse encore une couche. C'est qu'en plus, je ne dessine pas directement sur l'écran ou quoi que ce soit. Ce que je dessine, c'est sur une image qui est cachée dans mon application. Et le Paint, il se contente simplement. Donc mes dessins se font tous là-dedans. Hein, ils se font tous dans cette image, dans cet objet GI, qui est en fait une image qui est cachée. Enfin, le graphique s'associe à une image qui est cachée derrière. Et puis, j'appelle Repaint. Et puis quand le Paint est déclenché, donc le Paint Component, eh bien ce qui est fait essentiellement, c'est qu'on dessine mon image d'arrière-plan, enfin qui est cachée, sur l'écran. Et puis auparavant, j'ai la petite astuce, c'est que si jamais cette image n'existe pas, je la crée. Donc ça, on passe une seule fois dessus. Voilà. Si vous voulez économiser ce if, c'est toujours possible, mais c'est déjà tout de suite plus délicat. Mais on verra plus tard. Peut-être. Si j'ai le temps. Et l'envie. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le change. Alors où est-ce qu'il est caché? Pourquoi je ne le vois pas? Ah oui, bah le change listener, il est simplement ici. Le change listener, hein, il vous impose, et donc c'est une interface. Il impose simplement d'implémenter une méthode qui est state change. Donc change listener, ça représente le listener d'un objet qui peut changer d'état. Donc la méthode qui va être appelée dans le listener, c'est pour prévenir que l'état a été modifié. Donc state changed, avec un objet spécial, bien sûr, qui est un événement de type change. Donc il n'y a pas de coordonnées de la souris, hein, ça décrit quel est cet événement. Et ici, qu'est-ce que je fais? Bah, vous voyez que, en gros, hein, donc c'est un poil bizarroïde, mais en gros, je modifie la couleur du composant. Donc hein, rappelez-vous, le composant, il est lui-même le change listener. Donc il modifie le composant quand il reçoit un tel événement, il modifie sa couleur d'avant-plan, couleur qui est utilisée pour réaliser le dessin. Et quelle est la couleur qu'il va utiliser maintenant? Ben, il récupère depuis la source la couleur qui a été sélectionnée dans le color chooser. Le color chooser, vous faites un clic sur la couleur rouge, il a sa couleur de sélection qui est rouge. Comme il y a un listener, il va prévenir qu'il a été modifié. Le listener reçoit un state change. Il récupère l'événement. Il sait que ça vient d'un color selection model. On verra, je vais revenir là-dessus aussi tout à l'heure. Eh bien, il récupère la couleur sélectionnée de ce composant. Et puis, il l'utilise maintenant comme couleur de dessin. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il reste à expliquer? Ben, c'est cette petite histoire de color selection model là qui traîne ici. Il y a le get selection model et puis le color selection model qui traîne ici.
Donc je vais juste dire deux mots, parce que probablement on reviendra là-dessus à un autre moment quand je vous montrerai comment on crée des composants. Mais ce qu'il faut savoir, souvent c'est écrit, mais c'est souvent mentionné, mais c'est pas toujours, il n'est pas toujours expliqué partout ce que ça signifie exactement. Donc il est écrit un peu partout qu'une des particularités de Swing, c'est d'utiliser le MVC. Les composants Swing utilisent du MVC. Ah bon, tiens donc, c'est quoi cette histoire? Parce que vous continuez à utiliser les boutons de façon très ordinaire, donc vous ne vous préoccupez pas de la question. Rappelez-vous ce que c'est que le MVC, hein, c'est un pattern spécial, modèle vue contrôleur, et donc qui permet de distinguer le modèle fonctionnel de l'objet, le truc abstrait, de sa représentation à l'écran, ça ou ses représentations à l'écran, qui sont les vues, et puis des objets qui agissent dessus, ce qu'on appelle les contrôleurs. Alors, oui, Swing utilise le MVC pour ses composants, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous créez des J-buttons, le J-button, c'est la représentation à l'écran de quoi? D'un bouton abstrait, qui lui n'a pas de représentation. Et ce bouton abstrait, c'est un button model. Il y a une classe button model dans Java. Hein. Et quand vous créez le J-button, en fait, ça crée les deux composants qui sont le modèle, le button model, et la vue qui est le J-button. Bien sûr, c'est réduit, c'est-à-dire que pour un bouton donné, il n'y a pas plusieurs vues. Donc c'est pour ça qu'on vous crée cette espèce d'illusion. Mais pour la plupart des composants, vous avez simplement une méthode getModel. Vous pouvez récupérer le modèle de l'objet qui est derrière. Et le button model, qu'est-ce qu'il contient? Il contient toute la logique, toute la logique qui ne fait pas partie de la représentation à l'écran. Donc il contient l'état du bouton, est-ce qu'il est cliqué ou non, hein, ce genre de choses. Et JButton, c'est la classe, on verra que d'ailleurs c'est pas JButton directement, c'est encore plus compliqué. Mais il y a dans la vue, comment est-ce qu'on représente l'état appuyé ou l'état non appuyé ou je sais pas quoi du bouton. Et donc ça vaut pour à peu près tous les composants. Je pense pas qu'un seul échappe, vraiment. Peut-être même pas les containers, je sais pas, faudrait que je regarde. Mais pour le G-Color-Chooser, le modèle qui est derrière, c'est un objet qui permet de faire une sélection de couleurs. Donc là c'est pareil, vous avez un objet qui permet de modifier, qui est simplement un container, au sens complètement abstrait, hein, pas un container du Swing, qui contient simplement une couleur courante. Et vous pouvez modifier cette couleur via différentes méthodes. Et le G-Color-Chooser, c'est simplement une interface qui permet de modifier la couleur d'un Color Selection Model. Et donc si vous voulez récupérer le Selection Model qui est caché derrière le G-Color-Chooser, eh ben, il faut faire un Get Selection Model. Et c'est lui, le modèle, qui interagit avec les listeners. Quand vous modifiez la couleur d'un G-Color-Chooser, donc quand vous agissez sur l'interface, sur son interface, c'est-à-dire que vous agissez en gros sur l'objet qui est là, c'est pas vrai, mais pour l'instant simplifions. Quand vous agissez là-dessus et que vous cliquez sur je sais pas quelle zone de sélection de couleurs, en fait ce que ça fait, c'est que ça modifie le modèle, donc c'est là-dedans que ça va faire une espèce de set color, go, je sais pas quoi, set selected color, et donc ça, s'il y a un listener qui est attaché, c'est cet objet-là qui va appeler le listener en lui disant tiens, mon état a changé. D'accord? Donc c'est en plusieurs étages. Donc là c'est visible pour le Color Chooser, vous êtes obligé d'avoir conscience de l'existence de ce modèle. Ok? D'où le Get Selection Model, et puis d'où l'autre... donc première chose, d'où l'attachement du listener, non pas au Color Chooser, mais à son modèle. Et puis d'où ici le fait que la source de la modification, ça n'est pas le Color Chooser, c'est un Color Selection Model. D'accord? Bon, on pourrait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez instancier des boutons, des button models, donc avoir une application qui fonctionne comme si c'était une interface graphique, mais qui n'avait pas d'interface graphique. Il suffirait que l'objet associé, enfin la vue associée au button model, ce soit un truc, peu importe, hein, n'importe quoi, un bout du clavier ou je ne sais pas quoi.
Voilà, donc on peut vraiment utiliser un MVC assez loin en Java. L'heure a pas mal tourné, je ne peux pas aller plus loin, je ne vais pas démarrer un nouveau chapitre. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine.